Alors, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc, il me revient la tâche de terminer ce beau colloque. Et je vais faire écho donc à la communication que Phil a fait hier en introduction, puisque je vais vous parler des Demoiselles de Rochefort. Alors quand on pense aux Demoiselles de Rochefort, c'est souvent d'abord l'influence des comédies musicales américaines qui vient à l'esprit. Et les publications ou conférences existantes ont établi un répertoire assez complet des références cinématographiques américaines de Jacques Demy. Mais parmi ces publications, certaines sont déjà allées un petit peu au-delà et ont mis en avant le métissage que le film donne à voir entre les cultures états-uniennes et françaises, révélant l'influence notamment des opérettes filmées et des productions musicales hexagonales sur les Demoiselles de Rochefort. Donc, je pense à Phil Pori et Marika Delanu, mais aussi à Charlotte Garçon, côté cinéma pur. Alors je vais vous proposer dans cette communication un état de la recherche sur le lignage musico-dramaturgique, musico-cinématographique du film, et une tentative d'approfondissement à travers la problématique suivante. Dans Les Demoiselles de Rochefort, quelle est vraiment la proportion d'éléments français et européens et d'éléments américains, et pourquoi Les Demoiselles est un film plus français qu'il n'y paraît? Alors, partant des travaux existants qui se plaçaient d'un point de vue essentiellement historique et esthétique, je vais pour ma part y ajouter une démarche d'analyse musicale et chercher à démontrer ce qui, non seulement dans la dramaturgie et la façon de représenter la musique, mais aussi dans le matériau musical en lui-même, vient d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Comment Jacques Demy en arrive-t-il à cette fusion des genres, en collaboration étroite avec son frère, son complice, son double, Michel Legrand, qui a lui aussi dans son parcours de musicien et de compositeur un double héritage européen-américain, entre musique savante et jazz, entre auteur de la nouvelle vague et affaire Thomas Crown. Alors ça veut dire qu'on va essayer de réfléchir autant à la façon dont Jacques Demy pense visuellement son film et raconte une histoire, que la façon dont Michel Legrand organise son langage, ses couleurs harmoniques, choisit ses chanteurs et ses chanteuses, ça va être très important au niveau de la langue, de la prononciation, du débit, des inflexions, et comment il va jouer avec les mots du réalisateur. Alors Les Demoiselles de Rochefort, c'est pas le premier film musical qui emprunte explicitement au film américain, évidemment. Des opérettes de type backstage musical comme La crise est finie, aux chorégraphies kaléidoscopiques empruntées à Busby Berkeley dans Princesse Tam Tam par exemple, ou Titin des Martigues, la couleur américaine va enthousiasmer les réalisateurs français dès le début du siècle. Mais les influences ne circulent pas dans un seul sens. Si on tente de retracer l'histoire du cinéma musical, c'est d'abord l'opérette scénique et le musical européen qui font naître les comédies musicales hollywoodiennes, qui à leur tour influencent les opérettes cinématographiques françaises. Et il est intéressant de constater que Jacques Demy, dans son discours sur la préparation des Demoiselles, montre cette conscience de la situation historique de l'opérette française en amont de la comédie musicale américaine, tout en affirmant déjà sa singularité, son originalité. On l'écoute. Je prépare maintenant une comédie musicale qui est plus dans la tradition classique de la comédie musicale américaine ou autrefois ce qu'était l'opérette française, enfin qui est devenu le musical américain, mais je pense avec une forme nouvelle, parce qu'il n'est pas intéressant, je veux dire, il n'est pas intéressant pour moi de faire une comédie musicale américaine, puisque je ne suis pas américain et que je n'ai pas ces ambitions-là, et je cherche quelque chose de différent. Voilà. Donc, effectivement, si on revient à l'histoire du cinéma musical, on se rend compte de son ancrage dans un passé européen. Sur le plan musical, ce sont les influences de la musique savante apportée par les immigrés aux États-Unis, donc opérette, opéra, chorégraphie de musical, musique de danse venue d'Europe, sur le langage musical de la Tin Pan Alley, des premières comédies musicales de Broadway, qui en même temps vont évidemment se colorer des sonorités nouvelles du jazz, New Orleans, ragtime, etc., puis du swing, et après plus tard. Et réciproquement, les opérettes qui commencent à être portées à l'écran en France et en Europe, dans les années 30, proposent musicalement une fusion des genres analogues à ce que connaissent les États-Unis, mais en mettant davantage en avant les musiques de tradition européenne. Donc dans ce que j'ai entendu, c'est valse, musette, habanera, comme disait Philippe hier, venu d'Amérique latine, chansons, les pompes, etc., avec les éléments de jazz des débuts, New Orleans, ragtime et tout ça, mais dans des proportions plus réduites, évidemment dans les années 30. Donc ce qui distingue déjà les productions françaises, par contre, c'est l'esprit, l'esprit vaudevillesque, l'esprit un peu cabotin qu'on va retrouver chez Jacques Demy, on va en reparler tout à l'heure. Alors, en tout cas, dès le début du siècle, on a déjà une histoire qui commence de réciprocité, avec de constants allers-retours entre un monde et l'autre, où chacun va créer un peu son univers musical propre, à partir de plusieurs choses. Donc avec Jacques Demy, effectivement, on se situe par contre dans un prolongement tardif, au milieu des années 60, au-delà de l'époque de l'opérette et même de l'âge d'or du musical, mais surtout, on est chez un réalisateur de cinéma d'auteur, et dont le compositeur n'utilise ni les ingrédients de ce qui faisait l'opérette, donc musette, valse, les pompes, etc., sauf un tout petit clin d'œil à la kermesse, ni tout à fait le langage hollywoodien de la Tin Pan Alley, se situant plutôt dans la mouvance du third stream, je vais en reparler tout à l'heure. Alors sur le plan historique,
Pauri et Cadalanu vont situer les films musicaux de la nouvelle vague dans ce qu'ils appellent la phase révisionniste. On va plus faire des films, d'après ce que j'ai compris, à propos de musique ou de danse pour mettre en avant des vedettes par exemple, mais des films où le paramètre musical et chorégraphique va être un ingrédient esthétique au service d'un discours. Et Jacques Demy insiste d'ailleurs beaucoup dans ses interviews sur le sentiment général du film qu'il souhaitait véhiculer, de joie, de bonheur, de légèreté, qui se situe presque au-delà en fait, des questions de genre de comédie musicale ou d'opérette, si bien qu'il affirme que le film pourrait s'appeler « Scène de la vie de province ». Alors, il explique après le succès des Parapluies, qui était un film complètement tragique, avoir eu envie avec Michel Legrand, dit-il, d'offrir un cadeau, de faire une espèce de grand machin qui serait très joyeux. Et qui dit très joyeux dit changer de registre et se tourner vers le genre lumineux donc des comédies musicales américaines, ces grands spectacles utopiques qu'il avait admirés et appréciés récemment, donc chez Don Kelly, Vincente Millien, etc. Mais on va voir que toujours, incorrigible, il va rester fidèle à ses premiers amours, à l'esprit français, au côté pittoresque de l'opérette. Et effectivement, on va trouver plusieurs éléments dans le traitement des dialogues et de la mise en scène qui rapprochent les demoiselles des opérettes et des films musicaux français de sa jeunesse. Et on peut imaginer que c'est sur ce genre finalement qu'il a le plus de recul et de souvenirs, et tout l'imaginaire qui s'est formé et a mûri autour de ça va éclore, je pense, au moment de faire cette super production. Il est intéressant de noter que dans ses explications, Jacques Demy va se référer d'abord au genre de l'opérette scénique, un peu rudimentaire comme ça, qu'il avait découvert dans son enfance. Alors, à la question, ce goût de la comédie musicale vous vient-il des comédies musicales que vous aviez vues avant-guerre, comédies musicales américaines que vous aviez vues avant-guerre, voici ce qu'il répond. Non, ça ne vient pas de là, ça vient encore de plus loin. Dans la province où je suis né, dans la ville qui est Nantes, j'allais, pendant la guerre, alors que j'avais 8 ans, 9 ans, au théâtre municipal de la ville. Et au théâtre municipal, on donnait des opérettes. La plupart du temps, très mal montées, mal chantées, mal dansées, mal décorées, mais enfin, c'est la province, c'est un côté patronage, comme ça, qui me fascinait, moi, quand j'avais 8 ou 9 ans. Et puis plus tard, j'ai fait mes études, et puis j'ai voulu faire du cinéma, et puis j'ai découvert les comédies musicales américaines, ensuite. Et puis j'ai repensé que dans mon enfance, c'était ça que j'aimais vraiment. Je redécouvrais, si vous voulez, quelque chose qui m'avait fasciné autrefois. Et que je viens de redécouvrir, alors sous une forme tout à fait aboutie, dans les théâtres de Broadway. Ce que j'aimais dans mon enfance, mais en bien. Voilà. Donc finalement, ce qui va lui plaire dans les comédies musicales américaines, c'est le déploiement de couleurs, de moyens techniques, ce vernis du grand spectacle, mais il va toujours tenir à garder d'une part cet esprit du patronage authentique de la province, et d'autre part la tradition du théâtre, des planches, ce dont témoigne par exemple la fameuse scène du dîner entièrement écrite en alexandrin. Et par ailleurs, dans une première version de scénario des Demoiselles de Rochefort, le film devait commencer comme une ouverture d'opéra ou d'opérette sur une scène, dans une vraie salle de spectacle avec un orchestre et un chef qui expose tous les thèmes du film avant le lever de rideau sur Rochefort, comme dans Chacun sa chance un peu. Et à la fin, le rideau se fermait. Voilà, donc d'ailleurs, si on revient à son premier très grand projet, on se rappelle que Jacques Demy choisit pour les Parapluies un fonctionnement musico-dramaturgique qui se rapproche de l'opéra scénique. Demy rejetait pour ce film le terme d'opérette qu'il trouvait trop léger, mais voilà, avec déjà un langage jazz contemporain et third stream, je vais en parler tout à l'heure. Mais malgré tout, voilà, il est amusant de voir que dans les Parapluies, Demy faisait déjà apparaître, avant Daniel Darieux dans Les Demoiselles, et comme un rappel à la tradition de l'opérette française, la comédienne et chanteuse Mireille Perret, dans le rôle de Tante Élise, même si elle était doublée, Perret qui s'était illustrée dans les opérettes célèbres des années 30, comme Dédé ou Pas sur la bouche. Pas sur la bouche, qui a d'ailleurs en commun avec Les Demoiselles un jeu sur la musicalité du langage et un protagoniste américain. Alors, avant de nous intéresser au matériau musical pur, rappelons un petit peu les éléments explicitement américains et explicitement français des Demoiselles de Rochefort. Alors, côté américain, si on part du plus évident, c'est bien sûr l'apparence du film, ce côté grand spectacle, cette photographie spectaculaire, les références aux grandes comédies musicales américaines, Les hommes préfèrent les blondes, Un Américain à Paris, On the Town, etc. Mais déjà, le choix de Jacques Demy de situer l'action dans une véritable ville et pas en studio, donc dans des décors naturels, qu'il a tout de même repeint pour l'occasion, rejoint tout à fait cette idée d'attachement à la province, de couleur locale qu'il avait déjà manifesté à Nantes et à Cherbourg. Donc un certain nombre d'éléments scénaristiques, ces fameux contre-signes dont parle Phil Pauri, comme le rôle central du bistrot familial qui sert des frites avec ses piliers de bar, le cours de musique et de danse des jumelles, danse classique, la kermesse, les habitudes provinciales, l'usage de l'argot, des expressions françaises très ancrées dans leur époque, ses battes et tout ça, mais aussi les références filmiques et textuelles à Ophuls, à Carnet et à Truffaut par exemple, situent tout à fait le film dans cet esprit hexagonal qui tenait tant à cœur à Demy.
Alors côté casting, ce sont bien sûr, côté américain, les figures de Gene Kelly et George Chakiris, deux stars hollywoodiennes qui apportent avec leur notoriété, leur pas de danse, leur attitude si américaine à l'écran. Kelly va par exemple proposer ses propres chorégraphies. Et la couleur du backstage musical avec le prétexte de la kermesse qui se prépare. Mais l'un comme l'autre, acteurs ayant en plus donné leur accord très tard pour participer au film, n'ont pas un rôle aussi déterminant, aussi majeur dans la narration que n'ont les sœurs d'Orléac. Jacques Demy avait élaboré et mûri son projet pendant 2 ans, avec dans un coin de la tête le souhait de travailler avec les vedettes américaines, mais en premier lieu avec une idée très précise de l'esprit et du propos de son film. C'est-à-dire que plusieurs fois, il va manifester l'idée, dans ses interviews, que le casting est interchangeable, qu'il fera son film coûte que coûte, il a vraiment son idée et peu importe qui va interpréter les rôles. Donc lorsqu'on lui fait part de la surprise, voire de la déception du public de n'avoir pas vu davantage de chorégraphie de Chakiris par exemple, il répond d'abord que les contraintes de la production l'ont obligé à concevoir son film jusqu'au tournage sans compter sur sa participation, et ensuite que la façon dont il l'avait déjà conçu de son côté et qu'il satisfaisait n'aurait pas souffert de voir des numéros de danse s'intégrer à l'action de façon détachée. Voilà, donc l'ensemble de ces paramètres fait que Les Demoiselles de Rochefort est devenu non pas un film vitrine qui s'appuierait sur des talents hollywoodiens pour exister, mais bien une production française, à l'âme française et dans la continuité de l'univers cinématographique installé par Jacques Demy depuis Lola. Il explique notamment que le personnage de Guy, des Parapluies de Cherbourg, devait être l'un des forains à la place de Grover Dale, et que la présence de Delphine, le personnage de Catherine Deneuve, ainsi que le retour de son double, le personnage de Geneviève, accompagné de Roland Cassard, donc ça le personnage des Parapluies, devait créer de nouveaux chassés-croisés comme ça, et aurait renforcé le tissage du fil rouge de l'univers étendu du réalisateur. Mais le désistement de Nino Castelnuovo, donc l'interprète de Guy, avait forcé Jacques Demy à abandonner cette idée et il en avait conçu beaucoup de frustration. On voit dans le scénario original qu'il y avait toute une histoire qui faisait la suite des Parapluies de Cherbourg, et voilà, c'est dommage. Donc, quoi qu'il en soit, le choix de son casting principal, malgré tout, pour Les Demoiselles, situe explicitement le film dans un espace artistique français. Daniel Darieux, Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, Michel Piccoli, sur qui il a pu compter dès le départ, tout ça, étaient des personnages très importants du cinéma français et des visages de la nouvelle vague pour les plus jeunes, qui apportaient justement avec eux une certaine idée aussi de la jeunesse française. Et les deux personnages principaux, les jumelles Garnier, dont les comédiennes diront souvent qu'elles partagent des traits communs avec leurs personnes réelles, sont deux jeunes femmes très modernes et très ambitieuses, libres de leurs relations, et dont les talents artistiques dans le film sont constamment mis en avant et montrés comme prometteurs, autant voire davantage que ceux des forains et du personnage de Gene Kelly dans la dramaturgie. Mais l'esprit profondément français du film se révèle vraiment lorsqu'on examine la version anglaise qui a été tournée simultanément et que les comédiens chantaient en playback sur des paroles anglaises. On peut à ce propos tenter un parallèle avec la tradition des versions multiples, dont on a parlé hier. Et bien cette version anglaise, qui a été chantée par des Américains et des Américaines, donne au film une apparence tout à fait différente et étrange, aux allures de pastiche de musical. Et cette impression repose à mon sens essentiellement sur l'esthétique du chant, qui se situe dans la tradition de Broadway complètement, et se différencie en tout point dans les inflexions, la conception rythmique de la manière française. On va écouter. Le casting français choisi par Michel Legrand pour les chanteurs et les chanteuses prend sa source dans une génération de chanteurs à la formation classique, mais également rompue au langage du big band, du bebop et du hard bop. Musique de scène contemporaine dans les années 60 et très ancrée dans un univers musical américain, mais plutôt bop, big band, que dans le répertoire de Broadway. Et cette observation est valable évidemment aussi pour le style compositionnel de jazz employé par Michel Legrand. Et leur particularité à ces chanteurs et ces chanteuses, c'est qu'ils sont aussi pour la plupart membres des double six et des swingle singers, Anne Germain, Christiane Legrand, les voilà, Claudine Meunier, c'est de calquer les sonorités de la langue française sur le phrasé et les attaques des instruments du big band. Mimi Perrin, la leaduse des double six, l'explique dans une interview très intéressante. Voilà, et ça va créer un style vocal caractérisé par une sorte de piquant, de gouaille, de théâtralité, avec une conception du rythme à la fois très rigoureuse et très souple à l'intérieur de la mesure, renforcée par les sonorités pointues et grasseyées du français, donc les R comme ça. L'ensemble donne un relief qui disparaît totalement, pour moi, dans l'esthétique vocale plus lisse des chanteurs américains. On va comparer. Et n'oublions pas évidemment Daniel Darieux, qui chante ses propres parties, elle, et apporte avec elle aussi une traduction du chant des années 30, qui à sa façon est aussi pointue et gouailleur. Je vais vous faire écouter un petit extrait de chacune des versions sur la chanson Marin, ami, amant ou mari, en plaçant volontairement la version américaine en premier, avec ses voix très veloutées, les sonorités rétroflexes, les anglais, pour mettre en avant la spécificité ensuite de la langue française, et la façon de chanter surtout avec l'allitération en R, avec le R guttural, marin, mari, forain, mari. Pour les couleurs harmoniques, je vais vous inviter à écouter la façon dont les couleurs de quinte augmentée au mineur majeur 7, là je vous ai mis l'accord ici,
très acides comme ça, avec les notes extrêmes, sont chantées assez en retrait, hein, comme pour les lisser et rendre le ton joli chez les Américains, et au contraire elles vont être très appuyées chez les Français. Cet arpège-là il va être très appuyé, voilà, avec une façon d'assumer l'acidité et de jouer avec le phrasé et la conception ternaire, là où les Américains sont plus rigoureux, et donc ça donne un côté droit et un peu moins espiègle dans le dialogue avec l'accompagnement instrumental. Voilà. On va écouter les deux, et je vous laisse vous faire une idée et comparer. D'abord les Américains, ensuite les Français. But we gave them the chance of their lives, and they run out on us the day before our biggest show. And who with? Some sailors. Sailors in waterfront saloons, they are much more our cup of tea. Marry them and you'll be all at sea. But it's worth it for the honeymoon. Try to nail a sailor down and he will explore the far Cameroon. Usually fortune fixes things in quite a satisfactory way. It won't do much good for us to stay, and it's high time that we broke the strings. Let the lovers' roses fade away, for today I want to grow away. Et les Français. Mais on leur offre un travail en or, et elles nous laissent tomber la veille d'une représentation. Et pour qui? Des marins. Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis. Les marins font de mauvais maris. Mais les marins font de bons amants. Marin, ami, amant ou mari, les marins sont toujours absents. Le hasard qui fait d'habitude si bien les choses s'est trompé en semant des roses fanées au cœur de nos deux solitudes. En semant des roses fanées au cœur de nos deux solitudes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est très très différent. Voilà, pour moi l'esprit français il réside aussi sur l'esthétique vocale des chanteurs et chanteuses qui donnent pour moi tout leur sel aux chansons en proposant une fusion très originale entre les inflexions de la langue française et le jazz contemporain comme ils le font chez les Double Six. Je vous invite à aller vraiment écouter cette interview de Mélanie Perrin. Voilà. Pour continuer un peu sur la langue française, il y a beaucoup d'éléments dans les dialogues des demoiselles qui font écho à l'humour, aux jeux de mots et autres traits d'esprit que j'ai pu trouver dans les opérettes que j'ai regardées. Par exemple, Guillaume l'Ancien, le marchand d'art misogyne à l'esprit obtus, ou Subtil Dutroux, l'assassin qui débite une femme en petits morceaux, et dont le prénom Subtil signifie adroit et plein de dextérité, pourrait bien être les petits frères, un peu plus inquiétants, de Monsieur Chausson, le vendeur de chaussures dans le film Dédé. Monsieur Chausson, dont la femme, Madame Chausson, c'était Mireille Perret, qu'on retrouve dans les parapluies de Cherbourg. Voilà, donc pareil, le quiproquo dans Il est charmant, créé par la formule homophone Maîtresse Claire, Claire de Notaire, et Maîtresse Claire le prénom, fait écho à la plaisanterie autour de la permanente que Maxence ne cesse de faire dans les parapluies, dans les demoiselles, pardon. Voilà, et n'oublions pas qu'il est passé par là la chanson à la miaou de Nous irons à Montega. Voilà, alors enfin la séquence du dîner en alexandrin fait aussi écho au dialogue rythmé et rimé qu'on peut trouver dans Pas sur la bouche, Le Million ou Ciboulette par exemple. Alors parlons de matériau musical à présent un peu plus, à travers un exemple qui m'a marqué particulièrement dans Les Demoiselles. Michel Legrand, comme Claude Bolling, Georges Delerue ou Raymond Lefebvre, a une formation très éclectique, sachant composer, arranger et orchestrer au même niveau les langages de la musique savante occidentale, donc surtout chez Legrand les langages de la fin du 19e, début 20e, du jazz contemporain de son époque avec le vocabulaire de l'improvisation, bebop, art bop essentiellement, et musiques actuelles, naviguant entre les styles, dans cette sorte d'hybridité que Günther Schuller a nommé le third stream, troisième courant. Voilà. Donc il est intéressant de noter que l'utilisation du jazz contemporain des années 40-50 avec la formation big band est une sorte de pré-third stream pour moi dans le contexte de chansons et de musique en langue française peuvent être trouvées par exemple chez Scotto Sellers, dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais aussi dans ce que donc Poré et Cadalanu appellent les films de big band, donc chez Jean Boyer avec Ray Ventura, dont Raymond Legrand, le père de Michel, était un collègue chef. Et notons par ailleurs, quand on parle de Jean Boyer, que Michel Legrand avait une très grande admiration pour Paul Misraki, et merci à Joris pour la citation. Michel Legrand disait de lui, Paul Misraki a toujours été un phare, une sorte de modèle. Il a prouvé que l'on pouvait avoir un statut en équilibre entre la chanson, le jazz, le cinéma et les folklores. Voilà. Donc, mais ce qui différencie vraiment le cinéma de Jacques Demy pour moi, c'est qu'on va au-delà d'un mélange des genres, vraiment. Legrand donne à sa musique, avec la dramaturgie, une dimension véritablement dramaturgique. D'une part, dans l'organisation extrêmement complexe
et architecturée du matériau musical au sein de la narration, et d'autre part dans la façon dont la musique, dans sa diversité et son foisonnement stylistique, répond systématiquement sur mesure au texte et à la narration de Jacques Demy. Donc vous voyez ici par exemple, ça c'est l'organisation de toutes les chansons et des thèmes des demoiselles qui sont classés chronologiquement dans le sens horizontal et avec le détail des séquences dans le sens vertical. Bon évidemment vous pouvez pas voir ce qu'il y a écrit à l'intérieur, je vous promets que c'est pas ma liste de courses. Voilà. Et donc on voit voilà, les couleurs qui se répondent, voilà, c'est très architecturé, très complexe, donc toutes ces chansons qui se répondent, vous voyez un peu avec les couleurs, c'est un peu facile à voir. Voilà, toutes les demoiselles, la musique des demoiselles dans un tableau. Alors, je vais vous montrer maintenant un exemple de cette fusion vraiment entre musique et dramaturgie lorsque Andy, donc Gene Kelly, qui vient de rencontrer Solange et de ramasser le concerto qu'elle a composé, va chanter son coup de foudre au passant. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que Legrand propose une version donc trio jazz, donc avec Shabada, walking bass et piano, de son concerto de Solange, mais avec un parcours harmonique qui va rester malgré tout très connoté musique savante, puisqu'on va avoir une couleur napolitaine très appuyée au moment des cadences. Donc peut-être pour les non-musicologues, la couleur napolitaine ou six napolitaine, c'est un accord très utilisé, connoté musique période classique, 18e siècle, au moment des cadences, donc de la conclusion d'une phrase. Et donc on va avoir cette couleur napolitaine-là, vous allez l'entendre, et le plus intéressant c'est que dans cette séquence, juste après avoir fait ces références explicites au film Un Américain à Paris et Un jour à New York, donc je vous le mettrai à l'écran, ce qui correspond musicalement finalement à la jazzification du concerto par la présence de Gene Kelly, Legrand et Demy vont appuyer une coïncidence entre la couleur napolitaine et la réplique « Il a fallu que je revienne en France », que Gene Kelly prononce avec un regard caméra en faisant l'éloge de ce pays où il a trouvé l'amour. Comme si Demy et Legrand voulaient par là affirmer leur identité française et européenne face à la culture américaine. Donc ça va aller assez rapidement. Je vais vous montrer une partition avant de regarder. On va avoir un évitement de cadence en fait avec la transposition coup sur coup d'une formule ton napolitain dominante par glissement. Donc voilà, napolitain dominante, on va passer de sol à fa dièse. Et ça va avoir plusieurs surprises harmoniques d'un coup. Et donc ça va coïncider avec cette phrase-là, il a fallu que je revienne en France. Dans la vidéo, je vais vous faire apparaître tout ça à l'écran, synchronisé. Donc tous les éléments américains autour de cet événement, et ensuite ça. Et dans l'ensemble, vous allez voir comment en fait Jacques Demy et Michel Legrand expriment à la fois leur amour de la comédie musicale américaine et affirment leur identité française comme une profession de foi ici. Voilà, j'y ajoute la tête de Michel Legrand sur les moments de scat de Gene Kelly, parce que j'ai découvert récemment que c'était sa voix, la voix de Michel Legrand, sur le scat entre les pistes de chant et le doubleur de Gene Kelly en fait. Donc voilà, ils sont deux à chanter. On regarde. Ah, peut-être monter un peu le son si c'est possible. Il a fallu que je traverse le continent. Il a fallu enfin sur hasard étonnant pour transformer ma vie et lui donner un sens. Il a fallu que je revienne en France. Voilà. Alors, pour terminer sur la musique, je voudrais un petit peu rendre justice à l'inventivité et à la science du langage de Michel Legrand dans les chansons et la musique en général. Vous avez pu l'apercevoir tout à l'heure dans le tableau. J'ai pu lire notamment chez Stilwell que les chansons des demoiselles avaient quelque chose de fade, voire de très simple par rapport aux mélodies des Parapluies de Cherbourg ou aux œuvres de Bernstein. Or, au contraire, autant mélodiquement qu'en termes d'arrangement, de contrepoint, d'orchestration, la musique des demoiselles est très racée, loin d'être simple. Quand on pense à la chanson de Solange, par exemple, ou à Marin, amant ou mari qu'on a vu tout à l'heure, c'est des chansons qu'on peut pas chanter en sortant de la salle. Il y a des arpèges de quinte augmentée, des sauts de septième, des couleurs de 9e dièse, et une espèce, en plus en dessous, de frénésie bebop dans l'accompagnement qui contredit tout à fait l'idée d'une musique facile. Voilà. Et pour conclure, je voudrais souligner l'importance et l'exception cinématographique que constitue le personnage de Solange, compositrice, pédagogue, danseuse et chanteuse épanouie tout à la fois, qui moi en tant que musicologue m'interpelle parce que les figures féminines de musiciennes créatrices au cinéma dans la fiction sont très rares, voire inexistantes. Les musiciennes sont toujours interprètes, chanteuses, danseuses, mais jamais compositrices, en tout cas pour l'instant j'en ai pas trouvé d'autres, encore moins dans le domaine de la musique savante, sauf pour les films biographiques. Et ce personnage de Solange,
participe de toute une démarche de détournement de la part de Jacques Demy des codes et des conventions de la comédie musicale, notamment en termes de rapport de genre. Ici, par exemple, c'est la composition de Solange, qui peut être considérée comme un alter ego de Michel Legrand. Moi, ça me fait toujours rire de penser ça. C'est pas rien de la part de Demy de prêter à son personnage de Solange le talent de son ami qu'il admirait tant. C'est la composition de Solange qui détermine tout l'arc musico-dramaturgique de la rencontre amoureuse avec Gene Kelly, qui a ici presque un rôle à contre-emploi, loin de la masculinité un petit peu stéréotypée qui avait fait ses rôles à Hollywood. Et par ailleurs, la fonction aussi de la I Want Song, et cette chanson d'espoir amoureux qui est habituellement réservée aux personnages féminins, est ici énoncée pour la première fois par Maxence. Donc voilà, il y a plusieurs éléments comme ça à creuser qui, sans en avoir l'air, renversent la vapeur. Voilà, j'espère vous avoir donné dans cette communication rapide un éclairage sur le rôle de l'identité musicale et cinématographique française et européenne dans l'œuvre de Jacques Demy, tant sur le plan de l'atmosphère, de l'esprit qui se dégage du film, que de l'architecture du langage musical et la façon dont il dialogue avec la narration. Je vous remercie beaucoup de votre attention.